tout de suite. Tête à tête. La pédagogie est désormais son champ de bataille. Il est très présent sur les réseaux sociaux et prend activement part à la vie socio-politique de notre pays. Bienvenue dans votre émission de Tête à Tête ce soir. Une fois de plus, nous allons recevoir sur ce plateau l'honorable Geoffroy Fumboula Libeka-Makuso, acteur de la société civile, avec qui nous allons parler de la 5e République. À quoi doit-on s'attendre? Bonsoir, honorable. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, toujours un plaisir d'être sur Alpha Télévision. Merci. Sans plus tarder, honorable, depuis plusieurs mois, vous portez une casquette pédagogique sur différents sujets d'actualité dans notre pays. Pourquoi la pédagogie subitement? Il faut dire qu'en matière d'engagement civique, l'éducation est mon premier champ de bataille. Il y a plus de 10 ans, on va dire aujourd'hui 13 ans, je lançais avec des amis, encore sur le banc de l'école, l'ONG EduCAF. Entreprendre pour l'entrepreneuriat, l'éducation et la formation. Ah oui. Cette ONG a été primée en 2015 meilleure ONG jeunesse du Gabon de par les actions que nous menons. Avec l'ONG EduCAF, c'est nous qui avons lancé les plaidoyers pour les majors nationaux baccalauréat. Plaidoyers ayant permis à bon nombre d'entre eux d'être logés comme il se devait en obtenant des bourses pour l'extérieur. Avec l'ONG EduCAF, nous avons lancé beaucoup de projets liés notamment à l'autonomisation des jeunes, le volet éducation et entrepreneuriat. Nous avons, avec l'ONG EduCAF, lancé à l'époque ce qui était le plus grand événement, on va dire, académique. C'était la journée d'intégration interuniversitaire qui réunissait au Gabon les établissements supérieurs du Gabon et de l'étranger autour des nouveaux bacheliers pour parler éducation. Et d'ailleurs, c'est à la faveur des activités de cette ONG, en partenariat avec l'institution où j'ai été formé, que l'École supérieure, par exemple, de la mer a lancé ses activités au Gabon, parce que les premiers à accompagner l'École supérieure de la mer, l'ESM, en ce temps, c'était bel et bien les membres du club management de l'ONG EduCAF et autres. Donc, c'est simplement pour vous dire que la pédagogie ne date pas d'aujourd'hui. J'ai choisi ce couleur depuis des années parce que je reste convaincu que nous avons besoin dans notre pays de former des véritables citoyens. Et ça ne passe que par la pédagogie. Aujourd'hui, cette pédagogie, je la poursuis peut-être sur des sujets qui ne portent plus seulement sur l'éducation, comme vous l'avez signifié, mais aussi sur d'autres questions qui peuvent être économiques, politiques et autres. Ok. Alors, à ce jour, honorable, peut-on dire que toutes les institutions ont été réellement restaurées? Oui, les institutions ont été toutes restaurées. C'est important et d'insister à faire œuvre pédagogique dessus parce qu'il y a beaucoup de confusion. Voyez-vous, beaucoup de nos compatriotes continuent de confondre les institutions de la transition et les institutions de la République. Les institutions de la transition, on ne peut pas parler de restauration des institutions de la transition du moment où les membres étaient nommés. Les institutions de la transition avaient pour mission de préparer les institutions de la République où les membres sont élus. Donc oui, les institutions de la transition ont fait leur travail. Les institutions de la transition, à travers son Parlement et son exécutif, ont fait adopter une nouvelle constitution qui, en son sein, restaure, par exemple, le pouvoir judiciaire. En faisant en sorte que le pouvoir judiciaire bénéficie de l'inamovibilité des magistrats du siège qu'ils n'avaient pas, récupère la vice-présidence du Conseil supérieur de la magistrature qu'ils avaient perdue depuis plus de 30 ans, et obtiennent pour toutes les juridictions l'autonomie financière de toutes les juridictions, chose qu'ils n'avaient pas. Donc, les institutions de la transition, oui, ont restauré le système judiciaire en donnant une nouvelle configuration, plus de poids, plus de pouvoir au système judiciaire. Ces mêmes institutions ont contribué à restaurer le système législatif, parce qu'aujourd'hui, par exemple, une des avancées, c'est que tous les députés qui ont été élus, les parlementaires qui ont été élus, ne sont plus tenus par les engagements du parti. Je m'explique. Avant, quand un parlementaire ne votait pas selon la consigne du parti et qu'il était exclu du parti, il perdait automatiquement
son siège de parlementaire, soit député ou sénateur. Or, dans la nouvelle constitution, il est clairement mentionné, nous sommes battus pour ça, de façon à ce qu'un parlementaire ne soit plus lié aux activités de son parti. Donc, si un parlementaire ne vote pas dans le sens de la consigne d'un parti, et même si il est exclu de ce parti, il reste parlementaire, sauf que là, il sera un parlementaire indépendant, avec interdiction d'adhérer dans un parti politique. Donc oui, nous avons restauré la dignité du parlementaire. Maintenant, la grande question, par rapport à la restauration des institutions, seul le peuple avait le mandat de restaurer les institutions de la Ve République par la qualité des acteurs qui devaient animer ces institutions. Donc, la grande question est celle de savoir, est-ce que le peuple a joué son rôle? Lorsqu'on voit qu'aujourd'hui, les institutions de la Ve République sont à plus de 80% composées des mêmes personnes sur qui le peuple criait en 2023 et ayant justifié le coup de libération par le CETRI. Donc c'est la question que l'on doit se poser. Et il ne faut pas que nous, en tant que citoyens, nous passons le temps à ne pas assumer nos responsabilités. Beaucoup ont pris les 25 000, beaucoup ont pris les 10 000, les 5 000 pour aller voter les mêmes personnes. Et des fois, ces personnes, quand vous les rencontrez et vous échangez avec elles, « Oh oui, c'est l'argent de la République, c'est l'argent de l'État, vous nous donnez quoi ?» Le « vous nous donnez quoi » là s'adresse à ceux qui se sont battus et qui se sont toujours battus contre ces personnes-là que la population a préféré suivre. Vous avez les Lionel Ele Ngonga, les Marcel Libama. En tout cas, tous les acteurs de la société civile, vous connaissez notre résultat. On a été candidats, on a tous été rejetés par la population au profit des personnes que nous combattions en 2023, pour lesquelles la population a préféré apporter son plébiscite. Oui, je clôt par là. Les institutions ont été restaurées dans le sens voulu par la population. Voilà. Là, ce n'est pas le président, ce n'est pas le CETRI, c'est la population elle-même qui a choisi le format de ces institutions. Et c'est ça la démocratie. Nous félicitons le peuple gabonais. Nous attendons maintenant de voir comment ces institutions restaurées vont travailler. Exactement. Alors nous avons là une question d'un fidèle de notre émission, Armand Zuet. Que devient la société civile lorsqu'on sait que pendant les législatives et les locales, plusieurs acteurs de cette société civile sont devenus des hommes politiques? Ah, ok, d'accord. Superbe question. Merci, Armand. Non, là encore, on va faire œuvre pédagogique. Je comprends parce que c'est l'interrogation et c'est la perception que beaucoup de citoyens ont. Non. L'élection n'est pas une chose politique, comme on l'entend. L'élection est une chose citoyenne. J'en veux pour preuve, lorsqu'on parle de l'Assemblée nationale, on dit la maison du peuple. On ne dit pas la maison des politiciens. Seulement, le système dans lequel nous avons évolué, Bongo PDG, a tellement fait croire à la population que l'élection était uniquement réservée aux politiciens, que la population elle-même est convaincue que quand quelqu'un va à une élection, c'est qu'il est un acteur politique. Et pour pouvoir marquer cette séparation dans l'esprit des populations, les institutions de la transition, une fois de plus, dans le cadre de la restauration de la démocratie, ont consacré dans la Constitution le fait que la démocratie se doit dorénavant d'être pluraliste et participative. Démocratie pluraliste pour les acteurs politiques, qu'ils soient dans des partis politiques ou non, et la démocratie participative pour ceux qui ne sont pas politiques, qu'ils soient dans la société civile ou non. Mais nous sommes allés plus loin, parce qu'en l'article 7 de la Constitution, nous avons travaillé dans le sens de consacrer, explicitement écrit, la société civile participe au débat démocratique, à l'expression démocratique. En langage simple, on dit la société civile participe aux élections. Donc nous, on a été candidats pas comme acteurs politiques, nous avons été candidats comme acteurs civiques au sens de l'article 7 de la Constitution en vigueur. Mais là encore, comme vous l'avez dit, il faut qu'on continue de faire œuvre pédagogique pour que nos populations s'imprègnent au nouveau format de notre Constitution. Exactement. Alors à ce jour honorable, peut-on dire que la société civile est affaiblie, sachant qu'elle devient presque inexistante? La société civile n'a jamais été affaiblie. La société civile demeure debout. Pour preuve, vous avez suivi les 2 ans de transition. Mais majoritairement, ceux qui ont animé le Parlement au sein de la transition sont des acteurs de la société civile. Je vous parle en tant qu'acteur de la société civile. Lionel Ngonga, Marcel Libama, Jean-Rémy Yama, j'en passe, ce sont des acteurs de la société civile, ce ne sont pas des acteurs politiques. Et c'est ça le rôle
qui était le nôtre pendant la transition. Malheureusement, beaucoup de nos citoyens n'arrivent pas à comprendre le champ d'action des différents combats. Lorsque nous ne sommes pas dans une instance où les décisions se prennent, mais notre champ d'action, c'est la rue. On part dans la rue, c'est pour attirer l'attention de ceux qui sont dans les instances décisionnelles. Tout à fait. Maintenant que nous sommes dans des instances décisionnelles, quel est l'intérêt pour nous d'aller dans la rue pour nous attirer notre attention à nous? Donc, moi, j'ai discuté avec certains compatriotes qui me disaient « Oui, mais on ne voit pas sur le terrain. Oh, vous n'êtes plus comme avant. » Je dis « D'accord. Qu'est-ce que vous voulez avoir comme image? Un député qui vient avec l'écharpe devant un ministère en disant « Oui, monsieur le ministre, ce n'est pas normal. » Alors que le député a l'opportunité de convoquer le ministre à l'Assemblée et poser des questions publiques à son ministre. Le ministre a l'obligation de venir. Je dis « Non, là, vous êtes dans l'émotion. » Vous n'avez pas encore compris qu'il y a une séparation entre la façon de mener des combats. Je disais à ce compatriote, mais nous, ce qu'on attendait de vous, c'est que vous jouez le rôle de l'acteur civique. De la manière, quand on était dans la rue, on interpellait ceux qui étaient dans les instances de décision, mais nous n'avons vu aucun courrier de vous d'interpellation. Donc oui, la société civile n'est pas morte. Elle est présente, même si certains acteurs ont décidé d'adhérer dans des partis politiques. Mais on sait que même en étant dans ces partis politiques, ces acteurs-là gardent l'âme de la société civile. Tout à fait. Alors, sous d'autres cieux, il existe des assises de la société civile. À quand un rassemblement des acteurs de la société civile au Gabon? Mais en fait, la société civile n'est pas un bloc en tant que tel. Parce que la société civile, c'est un terme générique qui englobe tous ceux qui ne sont pas dans les partis politiques, ceux qui ne sont pas État et autres. Donc, je vous prends un cas simple. On ne peut pas avoir des assises de la société civile. On peut peut-être avoir des assises des acteurs de la société civile selon le domaine de compétences de chaque acteur. Oui. Par exemple, ceux qui sont dans l'environnement peuvent se retrouver et puis décider de mettre en place une plateforme commune dans l'environnement. Ceux qui sont dans l'éducation peuvent en faire autant, ainsi de suite. Mais par rapport à la question que vous posez, les véritables assises de la société civile se trouvent du côté du Conseil économique et social. En fait, c'est l'organe même qui est représentatif des assises de la société civile. Pourquoi? Parce qu'au sein du Conseil économique et social, ce sont les acteurs de la société civile, à travers les assises de façon sectorielle, qui décident qui sera leur représentant au sein de cet organe. Donc ces débats-là, ces assises-là, en réalité, se passent du côté du Conseil économique et social. Et je chute par là. Les assises, par contre, que l'on peut attendre sur un compartiment de la société civile, ce sont les élections professionnelles qui concernent les syndicats. Il y en a plusieurs, parce que les syndicats, en réalité, ne sont pas des acteurs de la société civile, comme on l'entend. Ce sont des corporations professionnelles. Le syndicat ne défend pas des causes. Le syndicat défend les intérêts de leur corporation. La société civile, les ONG, les associations défendent des causes. Les syndicats défendent les intérêts de leurs corporations, fonctionnaires et autres. Donc, par contre, ce qu'on attend de ce côté-là, les assises professionnelles, donc les élections professionnelles, pour que tous les syndicats se réunissent et décident de choisir leurs représentants. Après Albert Ondo Ossa. Quel type de relation, sinon quelles sont les relations que vous entretenez avec vos amis de la plateforme aujourd'hui? Mais non. Non. Vous devez m'appeler président Albert Ondo Ossa. Parce qu'à la limite, j'ai l'impression que tout le monde a peur. Jean-Rémy Yama. Nous ne sommes pas parfaits. Moi, je ne souhaiterais pas qu'on me donne tous les pouvoirs. Moi, je vous le dis. Parce que, mais je peux déraper. Geoffroy Fumbula Libeka. Pour être candidat, il faut être âgé au moins de 35 ans. Mais vous allez voir que les politiques ne se soucient pas de ce critère-là de 35 ans. Vous allez plus les voir parler du critère de 70 ans. Parce que bon nombre sont aujourd'hui rattrapés par ce critère de 70 ans qu'ils avaient eux-mêmes mis dans la Constitution de 91, ignorant qu'un jour, il devait avoir 70 ans. Marlène Fabienne Essola. Quand je m'adresse à un public, je ne le laisse pas indifférent. Ça crée des engagements, il y a un vrai capital engagement de par les convictions que je partage. Il y a un vrai capital engagement.
Je ne laisse personne indifférent, il faut le dire. Et c'est pour cela peut-être qu'aujourd'hui je fais peur, et c'est pour cela que certains me disent coriace. Mais je ne suis pas coriace, je ne fais que défendre ce que je suis. Justine Lekougo. Monsieur Rekola, c'est un citoyen. Il est parti membre du COPIL citoyen. Membre du COPIL citoyen, membre fondateur du COPIL citoyen, parce qu'il fait partie de ceux-là qui ont été au début de la création du COPIL citoyen. Et je crois qu'il a démissionné du COPIL citoyen parce qu'il estime qu'aujourd'hui, le COPIL citoyen ne suit peut-être pas la même vision que lui, peut-être qu'il a une autre vision. Mais je ne sais pas. C'est quoi la vision? La vision, je ne sais pas, je ne connais pas sa vision. Mais nous, on est dans la même vision. Pierre Claver Manganga Moussavou. Et on se rend compte qu'il n'y a pas d'opposition. Voyez-vous? Voyez le oui. C'est qui? C'est tous ceux qui étaient hier dans l'opposition, à qui le peuple a fait confiance, qui se retrouvent avec les pédégistes. Encore sur cette position-là, est-ce une consigne de vote donnée à vos militants au sein du PSD? Moi, Manganga Moussavou, j'explique au peuple gabonais les raisons pour lesquelles il faut voter non. À qui le tour dans l'émission Tête à Tête, votre émission d'expression libre, présentée par Jack Dougassa Yembi. Ça se passe tous les jeudis sur Alpha Télévision à partir de 19h. Passez le message. Tout de suite, Tête à Tête. Alors nous avons là une autre question de notre internaute de Alpha Télévision. Comment M. Geoffroy fait-il malgré tout pour rester constant? Mais le premier secret, c'est Dieu. Le premier secret, c'est Dieu, parce que vous savez, beaucoup de gens peuvent vous voir là dehors, vous êtes debout, vous êtes fort, tout ça, on vous apprécie, mais les gens ne peuvent pas imaginer là où le Seigneur allait vous prendre. Ces personnes ne peuvent pas imaginer. Seuls ceux qui connaissent mon histoire peuvent comprendre le sens de ma constance. Quand vous savez d'où vous revenez et qu'en réalité, vous ne devriez plus être de ce monde depuis fort longtemps, vous comprenez que la vie ne vous appartient pas et que vous n'avez aucun contrôle sur votre vie. Et dans ce sens, la seule mission que vous vous donnez, c'est de vous dire que lorsque je vais quitter cette terre, il me faut être le plus constant possible. Il me faut être le plus vrai possible. La seule inquiétude que j'ai, c'est simplement de travestir pour des intérêts personnels ce que j'ai comme conviction. C'est ce qui justifie ma constance. On m'a toujours fait des griefs dans ce sens. Exactement. Alors, honorable, avec vous, nous avons découvert depuis un moment dans vos interventions les mots tels que la foule et le peuple. Pouvez-vous nous en dire plus? La foule et le peuple. La foule est essentiellement celle qui réagit par émotion. Le peuple est celui-là qui fait l'effort de mettre de l'objectivité. Et moi, le peuple auquel j'aspire, je ne mens pas, je le dis tout le temps, les gens le savent, qui m'inspire beaucoup, c'est le peuple sénégalais. C'est la résilience du peuple sénégalais. Et ça a été acté notamment à travers les derniers événements liés à Ousmane Sonko, à Diomaye Faye, voir comment cette population-là s'est mobilisée pour accompagner ces derniers, qui étaient déjà, avant que la présidentielle n'arrive, Ousmane Sonko était député, et il était maire de Ziguinchor et tout ce qui va avec. Mais voyez-vous, ce monsieur était, on va dire, à l'époque, l'équivalent de Jean-Rémy Yama au Gabon. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il était le responsable du syndicat des impôts du côté du Sénégal. Et chaque fois, par exemple, qu'il a eu des démêlés avec la justice, c'est la population sénégalaise qui a toujours soutenu. Et voyez-vous, moi, par exemple, vous m'avez suivi sur le dossier de Jean-Rémy Yama en son temps quand il était en prison. Mais vous avez vu ce qui s'est passé. C'est-à-dire, on est en train de défendre quelqu'un qui défend une personne, qui défend les intérêts du plus grand nombre. Et quand on demande aux uns aux autres de se mobiliser pour apporter l'appui, mais les gens se moquaient de nous. « Oh oui, mais qui l'a envoyé?
Ils pensaient que le système, il est doux. Oh, c'est un vendu. Oh, ceci. Certaines accusations, on accusait le président Yama d'avoir détourné des fonds publics. Et vous avez vu des compatriotes sur les réseaux le traiter de tous les noms, de voleurs, de ceci, de cela, sans chercher même à avoir la preuve pour une personne qui défendait leurs intérêts. Ça, c'est l'esprit de la foule. Et moi, j'ai vu, par exemple, moi, je n'ai pas soutenu le président Jean-Rémy Yama aux élections pour les raisons qui sont miennes. Mais pour rien au monde, je peux me moquer de la défaite du président Jean-Rémy Yama. Mais vous voyez sur les réseaux, des Gabonais rigolent. Ils se réjouissent que Jean-Rémy Yama ait perdu l'élection sénatoriale des Gabonais. Quelqu'un qui ne vous a rien fait, il n'a volé aucun franc de votre pays. Son seul tort, c'est de se battre pour que les choses se passent convenablement pour les salariés. Et ce sont ces mêmes personnes, parce qu'il a perdu une élection. C'est un problème de culture. C'est pourquoi il faut faire beaucoup de pédagogie. Il ne faut pas en vouloir à la foule. Il faut continuer à travailler en considérant cette foule et en espérant que dans 10 ans, on aura plus ceux qui sont animés par l'esprit du peuple que ceux qui sont animés par l'esprit de la foule. De la foule. Alors, depuis plusieurs jours, vous faites également la une des réseaux. Mais un post en particulier a suscité notre attention, où l'on vous voit en affront avec certains activistes qui sont derrière des vidéos qui laissent à désirer. Pourquoi? Ah, ok, d'accord. Non, mais ce sont d'abord mes frères. Ce qu'il faut dire, c'est que l'avantage que nous avons tous, c'est qu'on va dire nous sommes de la génération Y. Nous sommes très connectés. L'appétit pour les réseaux ne l'est pas que pour moi, même si ça surprend certains. Oui, vous êtes vice-président, tout ça. Je dis souvent aux gens, mais bon, Donald Trump, il est chef d'État. Ousmane Sonko, quoi qu'il était en Premier ministre, et même quand il était député, c'est quelqu'un qui est très connecté. Il faisait ses lives, mais il n'insultait pas, pédagogique et autres. Moi, c'est mon approche. C'est vrai que je ne veux pas dire que j'ai été influencé par eux, mais ce qu'ils font me permet de conforter ma position. Parce que j'estime aujourd'hui que la plupart des personnes sont connectées et qu'il faut aller justement de ce côté-là pour pouvoir sensibiliser. Je vous ai dit, moi, ma mission, elle est claire. Mon vœu, c'est de faire en sorte qu'il y ait plus des personnes ayant l'esprit du peuple que l'esprit de la foule. Or, les personnes qui ont l'esprit de la foule sont majoritairement connectées sur les réseaux sociaux et connectées aux leaders qui passent le temps à invectiver, à insulter, à diffamer, ainsi de suite. Lorsqu'il y a des sujets de cette nature-là, oui, il est important pour moi de descendre sur le terrain et de rappeler à mes frères activistes qu'au-delà de la qualité du rang qui est le mien, surtout que je suis député, donc je ne suis pas tenu à une forme de réserve. Je ne l'aurais pas fait si j'étais responsable de l'institution, ça c'est clair. Je le fais, je discute, je n'insulte pas, comme vous le constatez. Je me bats toujours à rappeler à mes frères et à mes sœurs qu'on peut mener des débats qui sont sains. On n'a pas besoin de dénigrer, on n'a pas besoin de diffamer, tout ça. Bon, moi, j'ai appris à travers des lives que Fumbola, il est franc-maçon, Fumbola, il est ceci. Mais en fait, on n'a pas besoin de tout ça pour convaincre. Il faut qu'on arrive à débattre avec des arguments. Et parce que les jeunes qui nous suivent, les pauvres, qui ne sont que des victimes, vous voyez ces jeunes-là qui se déversent sur vous, qui vous insultent, alors qu'ils ne vous connaissent même pas. Mais parce qu'ils ont entendu les personnes qu'ils aiment suivre vous insulter, vous caricaturer, et puis bon, ils partent prendre ça, et voilà. Donc c'est ce sur quoi moi je me bats, c'est ce contre quoi je me bats, et c'est pourquoi je serai toujours présent, tant sur Alpha Télévision que sur les réseaux sociaux. Alors, quelle est la position de la société civile à l'ouverture du procès de Mme Sylvia Bongo et de son fils Noureddine? Alors, la position, on est heureux que ce procès voie finalement le jour. Moi, on est vraiment dessus du format de ce procès. Comme je l'ai dit, on est vraiment dessus. Déçu parce que nous, on souhaitait voir des Noureddine et Sylvia à la barre, alors qu'ils ont été exfiltrés, comme je le disais lors de ma conférence de presse du 16 mai, en violation de nos droits même, pour nous qui sommes les plaignants. Que la justice soit dite, que les faits qui leur sont reprochés soient analysés par la justice et que la justice nous donne réellement les éléments sur lesquels nous, en tant que population, nous pouvons nous appuyer pour estimer que la justice a été rendue. Qu'il soit présent, qu'il ne soit pas présent, il faut que la justice fasse son travail. Mais je chute par là. La justice doit aussi comprendre que
Elle a tout à gagner à faire en sorte que la population ait confiance à la justice, surtout pour la Ve République. Chers abonnés de Alpha Télévision, nous sommes en 2025. Oui, 2025 est une année qui s'annonce belle pour notre pays, le Gabon. Vous êtes nombreux à nous faire confiance et chaque semaine, vous êtes connectés à nos différents programmes Tête à Tête, Femmes et Action, Le Citoyen et bientôt un nouveau programme, rien que pour le plaisir de vos yeux, Osez Entreprendre. Osez Entreprendre, une émission dédiée aux entrepreneurs, des personnes qui relèvent des défis au quotidien. 2025, c'est aussi une année électorale pour le Gabon. C'est ainsi qu'Alpha Télévision a revu pour vous le format de l'émission Tête à Tête. Vous êtes candidat à la présidentielle, aux législatives et aux locales. Tête à Tête est votre espace d'expression. Nous avons reçu des personnalités telles que Albert Ondossa. Quel type de relation, sinon quelles sont les relations que vous entretenez avec vos amis de la plateforme aujourd'hui? Geoffroy Fumboula. Pour être candidat, il faut être âgé au moins de 35 ans. Pépési Ogouliglede. Nous lui accordons le bénéfice du doute parce que nous avons déjà vu les prémices au moins de cette volonté. Justine Lekogo. Monsieur Récola, c'est un citoyen. Il est parti membre du COPIL citoyen. Jean-Rémy Yama. Nous ne sommes pas parfaits. Moi, je ne souhaiterais pas qu'on me donne tous les pouvoirs. Moi, je... Raoul Ovono. Mais je vous ai dit la différence entre le président de la transition et les autres hommes politiques se fait sur le pragmatisme. Et pourquoi pas vous? Pour tout contact, appelez au 077 46 02 43. Alpha Télévision, c'est l'excellence de la simplicité. Tout de suite, Tête à Tête. La Ve République, à quoi doit-on s'attendre? Alors, la Ve République, bon, à quoi doit-on s'attendre? Mais pour la Ve République, le cadre de la Ve République demeure la Constitution qui est en vigueur, qui est justement la Constitution de la Ve République. Que dit cette Constitution? Cette Constitution nous dit, dorénavant, il y a un seul responsable du côté de l'exécutif. Alors qu'avant, on en avait deux. On avait le président qui était co-responsable de tout ce que l'exécutif faisait avec son premier ministre. La Ve République dit non, il n'y a plus de bouclier. Avant, c'était le premier ministre qui était le bouclier. Oui. Là, le président, que ça soit bon, que ça soit mauvais, il n'y a plus qu'un seul responsable, c'est le président de la République. Dans la Ve République, contrairement à ce que l'on voyait avant, on ne va plus assister aux démissions du gouvernement. Avant, c'est le Premier ministre qui remettait sa lettre de démission et tout le gouvernement tombait. Mais là, dans la Ve République, on va juste assister à des remaniements ministériels, plus que le chef du gouvernement est aussi le président de la République. Dans la Ve République, l'exécutif, le président de la République, reste le président du Conseil supérieur de la magistrature. Mais seulement, contrairement à l'ancienne République, son vice-président ne sera plus son ministre de la Justice, mais sera le président d'une des chambres, d'une des juridictions, de façon rotative. Donc voilà un peu schématisé pour le pouvoir exécutif, oui. Ce à quoi on doit s'attendre en Ve République. Dans la Ve République, les membres, le président n'aura pas présenté une politique générale, mais il aura, en début de chaque année, à présenter en fait sa projection sur l'année, la politique qu'il compte mener et tout ce qui s'ensuit. Donc il n'y a qu'un seul discours qu'il viendra faire au Parlement en début d'année, et c'est un discours qui ne donne pas lieu à des débats. Voilà, il n'y a pas de débat, ainsi de suite. Le Parlement prend acte, et puis comme ça se fait un peu partout ailleurs, et les choses avancent. Dans la Ve République, les membres du gouvernement pourront être appelés à tout moment par les parlementaires pour répondre de la gestion de leur département ministériel. Oui. Et à l'issue de ces échanges avec le Parlement pourra émettre des avis et des suggestions au président de la République sur l'efficacité
d'un membre du gouvernement, chose que le Parlement ne faisait pas avant. C'est pas... Bon, peut-être que cet avis peut influencer la décision du président de dire est-ce qu'on enlève ce ministre-là ou non. Mais ça, c'est quelque chose qui est dévolu donc aux parlementaires et l'exécutif devra s'y tenir. Dans la Ve République, le pouvoir législatif, les députés, comme je le disais tout à l'heure, ne pourront plus être exclus et perdre leur mandat parce qu'ils n'auraient pas suivi la consigne du parti. Ils deviennent autonomes, ils deviennent eux-mêmes et j'en passe. Dans la Ve République, on aura dorénavant 2 députés de la diaspora qui n'existaient pas dans la 4e République. Dans la Ve République, on aura des représentants de la diaspora au Conseil économique, social, environnemental et culturel, chose qui n'existait pas pour les membres de la diaspora qui n'avaient pas de place dans les précédentes républiques au niveau du Conseil économique et social. Dans la Ve République, en matière de texte législatif, il n'y a pas une grande modification en matière d'adoption des textes. Le principe reste quasiment le même. Pour finir avec le pouvoir judiciaire dans la Ve République, les magistrats ont plus de poids, comme on le disait, l'autonomie financière des juridictions, l'inamovibilité des magistrats du siège, la vice-présidence du Conseil supérieur de la magistrature, à ramasser l'idée de la Ve République et pour mieux amplifier cette Ve République sur comment doivent se comporter maintenant les citoyens, là on parlait des institutions. Dans la Ve République, l'entrepreneuriat est consacré pour la première fois. Donc derrière, dans cette Ve République, elle se veut être plus entreprenante. Elle va avoir plus de compatriotes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, mais le fait que l'entrepreneuriat soit consacré dans la Constitution oblige aussi l'État à mettre maintenant les moyens qui doivent aller avec pour soutenir l'entrepreneuriat. Dans la Ve République, les richesses du sol et du sous-sol n'appartiennent plus exclusivement à l'État, mais appartiennent au peuple. Parce que la différence, elle est importante. Lorsqu'on dit que l'État a la primeur sur la terre, cela sous-entend que vous, par exemple, Madame Maya, on trouve du pétrole dans votre village, sur votre terrain. L'État peut venir exploiter ce pétrole-là, pourrait venir exploiter ce pétrole sans demander votre avis. Parce que l'État exerçait la souveraineté sur ce sol. Or, dans la nouvelle Constitution, la souveraineté, tant des richesses du sol, du sous-sol et du numérique, elle est exercée par le peuple. Ça veut dire que vous, si l'État trouve du pétrole dans votre terrain au village, l'État ne peut plus venir exploiter seul. L'État doit échanger avec vous. L'idée, en fait, de ce modèle est de faire en sorte que, comme on le voit au Nigeria, on se retrouve dans des villages avec des autochtones qui restent sur place, qui bénéficient directement des richesses du sol et du sous-sol, comme on le voit au Nigeria, dans des villages, les autochtones sont des milliardaires, ils ont des grandes maisons, ainsi de suite. Donc c'est ce modèle-là, voulu dans le cadre de cette nouvelle constitution, à travers cette souveraineté sur les richesses du sol, du sous-sol et du numérique, dévolue dorénavant aux populations. Dans la Ve République, et ça c'est la partie la plus importante, la démocratie est dorénavant pluraliste et participative. Ça veut dire que les populations de la Ve République ne doivent plus être surprises de voir un acteur de la société civile candidat à une élection. Et de dire « Oh, il fait de la politique ». Non. Parce que l'article 7 de la Constitution de la Ve République dit « Un acteur civique, sans être politique, peut être candidat à une élection ». Donc, il ne faut pas que ça soit maintenant, il ne faut plus que ça soit une surprise. Dans la 4e République, on pouvait être surpris, mais là, dans la 5e République, voilà, il y a tellement de choses à dire dans la 5e République, à travers la Constitution, que si je me mettais à tout étaler, tous ces articles-là, c'est pas évident qu'on finisse l'émission. Alors, pour clore cet entretien, Honorable, vous êtes face à la caméra pour votre mot de fin. Mais le mot de fin, c'est déjà remercier Alpha Télévision. Vous avez eu à nous édifier tout au long de cette transition. J'ai eu à voir passer sur vos antennes pratiquement tous les grands visages du paysage civique et politique de notre pays. En dehors du président de la transition, je ne sais pas si vous l'avez exclu,
Et vous avez choisi vos gens, parce qu'on a vu tout le monde. J'ai vu Billy Binze, j'ai vu Ondo Ossa, Manganga Moussavu, Jean-Rémy Yama, Geoffroy Fouboula, que je suis, Pepe Sioguli Gende, Aminata Ondo, Georges Paga. En tout cas, tous les grands visages. Je ne sais pas si Baro Chambrier est passé également. Non, pas encore. D'accord, mais en tout cas, tous les grands visages. Du paysage, Mike Joktan, je l'ai vu, je pense, également. Donc, du paysage civique et politique sont passés sur votre émission. Et en dehors des chaînes publiques, je ne connais pas beaucoup de chaînes où ces personnalités-là acceptent de passer. Ça sous-entend que votre chaîne a joui d'une certaine crédibilité. Sinon, je ne vais pas dire d'une crédibilité certaine, deux choses différentes. Donc, jouit d'une crédibilité certaine auprès du paysage civique et politique. Et ce n'est qu'un plaisir pour moi que de me retrouver sur les antennes d'Alpha Télévision, tout en invitant les populations à rester câblées sur Alpha Télévision et à s'imprégner de l'esprit de la Ve République qui est traduit à travers sa Constitution. Merci, honorable. Le plaisir est toujours partagé. Alors, c'est sur ces mots que prend fin ce nouveau numéro de Tête à Tête, notre émission de toujours. Simplement vous rappeler que nous étions en compagnie de l'honorable Geoffroy Fouboula Eli Beka Makosso, acteur de la société civile, avec qui nous avons parlé de la Ve République. À quoi doit-on s'attendre? Merci de votre fidélité. Merci également à toute l'équipe de Alpha, Chris Ibwanga et Ordela Bazangia. Bonne suite de programme. Au revoir. Alpha TV, l'excellence de la simplicité.